Nous sommes en 1859 en Caroline du Sud. L'air est lourd, humide et poisseux, chargé de l'odeur de la terre mouillée, et du coton prêt à être récolté. La nation tout entière retient son souffle, au bord d'une guerre qui semble inévitable, entre le Nord abolitionniste et ce Sud, dont l'économie repose entièrement sur les épaules des esclaves. Dans ce monde, le pouvoir d'un homme se mesure à la taille de ses terres et au nombre de bras qui y travaillent sans relâche, du lever au coucher du soleil. Les plantations étendent à perte de vue, dominées par de grandes demeures blanches, qui cachent une brutalité quotidienne. La religion, omniprésente, sert souvent de justification aux pires atrocités, et la parole d'un propriétaire terrien est une loi absolue, plus puissante que celle des juges ou des gouverneurs. La vie humaine y a une valeur très différente selon la couleur de la peau, et le destin de chacun semble scellé dès la naissance, dans un système conçu pour écraser toute forme d'espoir. Au cœur de ce système impitoyable règne Silas Blackwood, un planteur d'une cinquantaine d'années dont la fortune et l'influence sont aussi vastes que ses champs de coton. C'est un homme grand et sévère, dont le visage est marqué par une expression de mépris permanent. Pour le monde extérieur, il est un pilier de la communauté, un homme pieux, qui cite la Bible, pour justifier sa richesse et sa position. Mais derrière les portes de sa plantation, Silas est un tyran obsédé par une seule chose: sa lignée. Il désire plus que tout un héritier pour porter son nom et hériter de son empire, un fils pour perpétuer sa domination. Pour lui, l'incapacité de sa jeune épouse, Éléonore, à lui donner un enfant après des années de mariage, n'est pas une simple tragédie médicale. Il y voit une malédiction, une punition divine, ou pire, une faille morale de sa femme. Sa frustration s'est transformée en une cruauté froide et calculatrice, cherchant un coupable pour ce qu'il considère comme l'ultime humiliation. Une nuit sans lune, alors que seul le chant des insectes trouble le silence oppressant de la plantation, Silas Blackwood décide de mettre son plan diabolique à exécution. Persuadé par un prédicateur itinérant que sa femme est possédée par un démon de la stérilité, il organise un prétendu rituel de purification. Il convoque 5 de ses esclaves les plus forts, des hommes dont il a brisé le corps et l'esprit depuis des années, et les conduit jusqu'à une grange isolée au fond de ces terres. Là, sous la menace du fouet et de la mort, il leur ordonne de participer à une agression collective contre sa propre femme, Éléonore. Pour lui, cet acte d'une barbarie absolue n'est pas un crime, mais un exorcisme, un moyen tordu et sadique de briser la malédiction et d'affirmer son contrôle total sur chaque âme de son domaine. Il observe la scène avec un calme glacial, convaincu d'agir selon la volonté divine, alors qu'il ne fait que déchaîner sa propre monstruosité. Si cette histoire a déjà commencé à vous captiver, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Éléonore Vance n'était pas une femme du Sud. Née et élevée à Boston, fille d'un négociant prospère, elle avait reçu une éducation rare pour une femme de son temps. Elle lisait les classiques, comprenait les chiffres, et débattait d'idées que les dames de Caroline du Sud considéraient comme dangereuses. Son mariage avec Silas Blackwood n'était pas un choix d'amour, mais un arrangement commercial entre son père et le riche planteur, un pacte scellé pour unir la richesse du Nord et les terres du Sud. À 28 ans, sa silhouette était frêle, et son teint pâle, ce qui la faisait paraître encore plus fragile au milieu de la chaleur écrasante et de la société brutale de la plantation. Silas la voyait comme une poupée de porcelaine, une belle chose à posséder, destinée à une seule fonction, lui donner un héritier. Il ignorait complètement que derrière ses yeux clairs et son silence poli, se cachait un esprit vif et analytique, une force tranquille qui observait, calculait et endurait, en attendant son heure. Les premières années de leur mariage furent une lente descente aux enfers. L'obsession de Silas pour un fils grandissait chaque mois, se transformant en un poison qui corrompait chaque aspect de leur vie commune. Chaque cycle lunaire sans nouvelles d'une grossesse était pour lui une nouvelle trahison. Un échec personnel qui lui faisait porter entièrement. Ses attentions, au début froides mais courtoises, se muèrent en un mépris glacial. Il ne la touchait plus avec affection, mais avec un sentiment de devoir, comme un fermier qui laboure un champ stérile en espérant un miracle. Pour lui, la maison était devenue un tombeau silencieux, et Éléonore en était la gardienne maudite. Il la blâmait pour le silence dans les chambres d'enfants, pour le vide de son héritage. Il ne voyait plus en elle une épouse, mais une promesse non tenue, une terre aride qui refusait de porter les fruits qu'il exigeait, et sa frustration se manifestait par une cruauté psychologique de plus en plus marquée. L'humiliation atteignit son paroxysme lors d'un dîner organisé pour les planteurs voisins. Silas, enivré par le whisky et l'amertume,
se lança dans un discours sur l'importance de la lignée et de la bénédiction divine. Puis, son regard se posa sur Éléonore, assise en silence à l'autre bout de la table. Devant tous les invités, il leva son verre et déclara que certaines terres, comme certaines femmes, étaient maudites par Dieu, incapables de produire quoi que ce soit de valeur. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Éléonore sentit les regards de pitié et de mépris de toute l'assemblée se poser sur elle. Elle ne baissa pas les yeux. Elle fixa son mari, le visage impassible, tandis qu'à l'intérieur, une colère froide comme l'acier commençait à se forger. Cette nuit-là, il ne la traita pas seulement comme une épouse défaillante, mais comme une paria, une chose brisée qu'il exposait publiquement pour se dédouaner de sa propre déception. Plutôt que de la briser, cette humiliation publique renforça une partie d'elle qu'elle ne connaissait pas. Éléonore se replia sur elle-même, devenant une ombre dans sa propre maison. Elle passait ses journées dans la bibliothèque, non pas pour évader, mais pour étudier. Elle lisait les livres de contes de son mari, apprenait les subtilités de la culture du coton, comprenait les dettes cachées et les accords fragiles qui maintenaient la plantation à flot. Silas prenait son silence pour de la soumission, sa pâleur pour de la faiblesse. Il ne voyait pas qu'elle transformait sa prison dorée en un champ d'observation. Elle était isolée, mais elle était pas seule. Elle observait les esclaves dans les champs, notant les regards de haine silencieuses qu'ils lançaient à leur maître. Elle commençait à comprendre que le pouvoir de Silas, si absolu en apparence, reposait sur des fondations bien plus fragiles qu'il ne l'imaginait. Si l'injustice que subit Éléonore vous touche, dites-le nous dans les commentaires et continuez à suivre son histoire pour voir comment elle prépare sa revanche. La situation bascula définitivement avec l'arrivée d'un prédicateur itinérant, un homme aux yeux fiévreux qui parlait de démons et d'exorcisme. Ses sermons enflammés trouvèrent un écho parfait dans l'esprit tourmenté et fanatique de Silas. Le prédicateur lui parla d'une malédiction de la stérilité, un malin esprit qui pouvait s'emparer du ventre d'une femme, et devait en être chassé par des moyens extrêmes. Pour Silas, était une révélation, la justification divine qui l'attendait pour commettre l'impensable. Il n'était plus question de médecine ou de malchance. Il s'agissait d'une guerre spirituelle, et il en serait le saint soldat. Il se persuada que la cruauté qu'il s'apprêtait à infliger Nayénou était pas un péché, mais un acte de foi, un rituel de purification nécessaire pour nettoyer sa maison et assurer sa lignée. Le plan germa dans son esprit, non pas comme une idée folle, mais comme une solution logique et pieuse à son plus grand problème, préparant la nuit la plus sombre de la vie, d'Édée, Éléonore. La nuit où tout a basculé était dépourvue d'étoiles, comme si le ciel lui-même avait détourné le regard, refusant être témoin de l'horreur à venir. Silas Blackwood, le visage dur comme la pierre, a fait sortir de leur cabane 5 de ses esclaves les plus robustes. Parmi eux se trouvait Josiah, un homme dont le dos portait les cicatrices de nombreuses années de labeur, mais dont les yeux conservaient une lueur d'intelligence et de défi silencieux. Les hommes se tenaient en ligne, torse nu dans l'air moite de la nuit, ne sachant pas ce que leur maître attendait d'eux. Silas tenait une lanterne dans une main et une Bible dans l'autre. D'une voix dénuée de toute chaleur, il leur expliqua qu'ils avaient été choisis pour une tâche sacrée, une mission ordonnée par Dieu, pour purifier la maison de la malédiction qui l'affligeait. Il parlait d'un démon niché dans le ventre de sa femme, un esprit impur qu'il fallait chasser par la force. Les hommes écoutaient, le cœur battant de peur et de confusion, comprenant peu à peu que la folie de leur maître allait les entraîner dans les ténèbres les plus profondes. Silas les a conduits à travers les champs de coton endormis jusqu'à une vieille grange à tabac, un bâtiment isolé qui sentait la poussière et le désespoir. L'endroit était rarement utilisé, ce qui en faisait le théâtre parfait pour un acte qui ne devait jamais être raconté. À l'intérieur, une seule lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs en bois brut. Peu de temps après, 2 surveillants ont amené Éléonore. Elle portait une simple chemise de nuit blanche, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules. Elle pensait qu'on l'emmenait prier, une autre des exigences bizarres de son mari. Mais en voyant les visages terrifiés des 5 hommes alignés contre le mur et l'expression glaciale de Silas, elle a compris. La peur a saisi sa gorge. Silas s'est approché d'elle et lui a murmuré que ça était pour son bien, pour son âme, que son corps devait être brisé pour que l'esprit malin qui l'habitait soit anéanti. Était la volonté de Dieu, a-t-il dit, mais dans ses yeux, elle ne voyait aucune piété, seulement la satisfaction cruelle d'un tyran, sur le point de commettre l'irréparable. Ce qui s'est passé ensuite dans cette grange a marqué à jamais les âmes de tous ceux qui étaient présents. Sous la menace directe du fouet et du pistolet des surveillants, Silas a ordonné aux hommes d'accomplir leur devoir sacré. Était une scène de cauchemar,
une perversion totale de la foi et de l'humanité. Les hommes, eux-mêmes victimes, étaient contraints de devenir les instruments de la cruauté de leur maître. Chaque instant était une agonie, non seulement pour Éléonore, mais aussi pour ces hommes forcés de commettre un acte qui les souillait profondément. Josiah, le regard vide, a agi comme un automate, son esprit se réfugiant dans un recoin sombre de sa conscience pour survivre à l'horreur. Pendant tout ce temps, Silas Blackwood est resté debout dans un coin, observant la scène sans ciller, sa Bible toujours serrée dans sa main. Il ne voyait pas une femme en train d'être détruite, mais un rituel se déroulait, un exorcisme brutal dont il était le grand prêtre, convaincu que sa violence était justifiée par un but plus élevé. Quand tout fut terminé, le silence qui s'abattit sur la grange fut plus assourdissant que les cris étouffés qui l'avaient précédé. Éléonore gisait sur le sol en terre battue, son corps meurtri étant plus qu'une enveloppe vide. La femme qu'elle avait été, la jeune femme instruite de Boston, était morte cette nuit-là. Silas s'est approché d'elle, l'a regardée un instant avec un détachement clinique, comme un fermier inspectant un champ après un violent orage. Sans un mot de réconfort ni même de regret, il s'est retourné et a quitté la grange, laissant sa femme seule dans l'obscurité. Les 5 hommes furent brutalement ramenés à leur quartier, le poids de ce qu'ils avaient été forcés de faire pesant sur eux comme une condamnation à perpétuité. Pour Silas, l'acte était accompli. La purification avait eu lieu. Il avait fait ce qui devait être fait pour assurer sa lignée, et il dormirait cette nuit-là du sommeil du juste, tandis que l'enfer qu'il avait créé commençait à peine pour les autres. Éléonore a finalement été ramenée à la grande maison, non pas par son mari, mais par 2 esclaves de maison plus âgés qui n'ont pas osé croiser son regard. Elles l'ont nettoyée en silence, leurs mains tremblantes trahissant leur horreur et leur pitié. Dans les jours qui ont suivi, Éléonore est devenue une ombre dans sa propre demeure. Elle restait confinée dans sa chambre, refusant de manger, parlant à peine. Son corps se remettait lentement, mais son esprit était ailleurs, perdu dans le souvenir traumatisant de la grange. Silas l'ignorait complètement. Il la traitait comme un objet défectueux mis de côté, attendant de voir si sa réparation barbare avait fonctionné. Pour lui, elle n'existait plus en tant que personne, mais seulement en tant que potentiel réceptacle pour son héritier. La plantation continuait de fonctionner, le coton continuait de pousser, mais la maison elle-même était devenue un mausolée, imprégné d'une cruauté silencieuse et d'un désespoir si profond qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Le monde extérieur ne voyait rien. Aux yeux des autres planteurs, Silas Blackwood restait un homme respectable, un pilier de la communauté qui luttait avec la tragédie personnelle d'une épouse stérile. Personne ne pouvait imaginer la monstruosité qui se cachait derrière sa façade pieuse. Éléonore était complètement isolée, piégée dans une prison dorée, où son tortionnaire était aussi son seul contact avec le monde. Elle était à son point le plus bas, une victime apparemment brisée sans aucune issue possible. Comment pourrait-elle échapper? Où pourrait-elle aller? La loi était du côté de son mari. La société la blâmerait, elle. Elle n'avait ni amis, ni famille à proximité, ni argent qui lui appartienne. Pour quiconque l'aurait vue à ce moment-là, frêle et silencieuse dans son lit, elle était plus qu'une âme en peine attendant la fin. Le public, en regardant cette scène, aurait ressenti un profond sentiment d'injustice et d'impuissance, convaincu que pour Éléonore, tout espoir était perdu à jamais. Pourtant, dans les profondeurs de ce désespoir, quelque chose de nouveau a commencé à prendre racine. Ce n'était pas de l'espoir, ni même de la colère. Était quelque chose de plus froid, de plus dur, comme un morceau de charbon se transformant en diamant sous une pression immense. Une nuit, alors qu'elle fixait le plafond de sa chambre, une clarté glaciale a percé le brouillard de son traumatisme. La douleur et l'humiliation ne l'avaient pas seulement détruite, elles avaient brûlé toutes ses illusions, toute sa peur, toute sa capacité à pardonner. La femme soumise était morte dans la grange, et à sa place, une autre commençait à naître. Une femme qui comprenait que la justice ne lui serait jamais donnée. Elle devrait la prendre. Lentement, méticuleusement, elle a commencé à penser. Non pas à la fuite, mais à la vengeance. Une vengeance qui ne serait pas rapide et sanglante, mais lente et calculée. Une vengeance qui démolirait l'empire de Silas Blackwood brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'homme qui l'avait condamné à l'enfer. La convalescence d'Éléonore fut lente, un processus silencieux qui se déroula entre les murs de sa chambre. Mais si son corps portait encore les stigmates de la violence, son esprit, lui, se forgeait dans un acier nouveau. Elle comprit que pour survivre, et plus encore pour vaincre, elle devait devenir ce que son mari voyait déjà en elle. Une femme brisée, une ombre docile et insignifiante. Elle adopta donc le masque de la folie douce, parlant peu, le regard perdu dans le vide,
se déplaçant dans la grande maison comme un fantôme. Silas Blackwood observait cette transformation avec une satisfaction cruelle. Il voyait en elle le résultat attendu de son rituel barbare, une coquille vide, purgée de son démon, mais désormais trop faible pour contester son autorité. Il la laissa à son silence, la considérant comme une créature domptée, une affaire classée. Il ne se doutait pas un seul instant que sous cette façade de soumission, se cachait une intelligence froide et calculatrice qui attendait patiemment son heure, transformant sa plus grande faiblesse apparente en sa plus grande force. Pendant que Silas parcourait ses terres, supervisant les récoltes et punissant les esclaves, Éléonore menait une guerre secrète depuis le cœur même de son empire, la bibliothèque. Cet endroit, autrefois son refuge pour échapper à la brutalité de sa vie, devint son quartier général. Elle abandonna les romans et la poésie pour se plonger dans les livres de contes de son mari, ses correspondances commerciales et les contrats qu'il signait avec d'autres planteurs. Grâce à l'Evrobv, éducation qu'elle avait reçue à Boston, elle déchiffra rapidement les secrets que cachaient les colonnes de chiffres. Elle découvrit des dettes dissimulées, des investissements risqués et des accords fragiles qui maintenaient la plantation à flot. Chaque page tournée était une nouvelle arme qu'elle ajoutait à son arsenal. Elle était plus la victime passive. Elle devenait l'experte de la fortune de son ennemi, apprenant où se trouvaient les fissures dans les fondations de son pouvoir, prête à les élargir jusqu'à ce que tout s'effondre. Éléonore savait cependant qu'elle ne pourrait pas agir seule. Pour démanteler l'empire de Silas, elle avait besoin de plus que des connaissances financières. Il lui fallait des yeux et des oreilles dans les champs, des mains pour exécuter ce que son esprit concevait. Son regard se tourna inévitablement vers les 5 hommes qui avaient été les instruments de son supplice. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle les observait travailler, cherchant un signe, une lueur qui la distinguerait des autres. C'est sur Josiah qu'elle porta son attention. Contrairement aux autres, dont le regard était éteint par le désespoir, les yeux de Josiah brûlaient encore d'une flamme froide de défi. Il travaillait avec une efficacité mécanique, mais elle pouvait voir dans sa posture, dans la manière dont il tenait ses outils, une intelligence contenue et une haine profonde pour leur maître commun. Elle comprit qu'Hillman était pas brisé, mais qu'il attendait, tout comme elle. En lui, elle ne voyait pas un de ses agresseurs, mais une autre victime, un allié potentiel dont la soif de justice pouvait égaler la sienne. Établir le contact était, étape la plus périlleuse. Un mot mal placé, un regard mal interprété, et tout serait perdu. Elle serait punie, et lui, probablement tué. Éléonore devait donc inventer un langage que seuls eux deux pourraient comprendre. Elle commença par des gestes d'une subtilité extrême. Sachant que Josiah était chargé de venir chercher l'eau au puits près de la cuisine chaque matin, elle se mit à laisser de petits objets sur le rebord en pierre. Des objets qui sembleraient sans importance pour quiconque d'autre. Un jour, Sarah était un ruban bleu de l'une de ses robes. Un autre jour, une fleur de magnolia placée d'une manière inhabituelle. Ce n'était pas des messages clairs, mais des questions silencieuses. M'as-tu vu? Comprends-tu? Elle testait son intelligence, sa capacité d'observation, espérant qu'il verrait au-delà du hasard et reconnaîtrait l'intention derrière ses gestes. Le début d'une conspiration née dans le silence. Josiah remarqua les objets dès le premier jour. Au début, il les ignora, y voyant soit un hasard, soit un piège cruel orchestré par le maître, pour tester sa loyauté. La méfiance était un instinct de survie pour un esclave. Mais les signes persistèrent, toujours discrets, toujours porteurs d'une sorte de logique cachée. Il se souvint du regard d'Éléonore dans la grange. Un regard qui, au-delà de la terreur, contenait une force qu'il n'avait jamais vue chez les femmes du Sud. Lentement, il commença à comprendre. Ce n'était pas un piège de Silas, mais un appel de sa femme. Après une semaine d'observation, il décida de répondre. Un matin, à côté de la fleur qu'elle avait laissée, il déposa une petite pierre plate, gravée d'une simple ligne droite. Était sa réponse, un accusé de réception silencieux. Le pacte était scellé. Sans avoir échangé un seul mot, l'alliance la plus improbable de la plantation Blackwood venait de naître, unissant la maîtresse de maison et l'esclave des champs dans un but commun, la destruction de leur tyran. Si vous êtes aussi captivé que nous par cette alliance naissante, montrez-nous votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour ne pas manquer la suite de cette incroyable histoire de vengeance. Leur communication, d'abord symbolique, devint rapidement plus concrète. Éléonore utilisa les rares occasions où elle pouvait se déplacer dans la propriété pour transmettre des informations cruciales. Un jour, en se promenant près de la fumerie, elle laissa tomber un livre de prière. Josiah,
qui travaillait non loin de là, le ramassa pour le lui rendre. À l'intérieur, glissée entre 2 pages, se trouvait une note minuscule, avec un seul mot, grenier. Était là qu'elle cacherait désormais des messages plus détaillés, dissimulés dans un vieux sac de grains. Elle lui fournissait des informations sur les dates d'expédition du coton, les faiblesses des clôtures, ou les moments où les surveillants seraient absents. En retour, Josiah lui laissait des renseignements sur elle, état des outils, le moral des autres esclaves, et les rumeurs qui circulaient dans les quartiers. Ils étaient devenus le cerveau et les mains d'une même entité vengeresse, opérant sous le nez de l'homme qu'ils avaient tous deux juré de détruire. Grâce aux informations fournies par Éléonore, Josiah commença à organiser un sabotage minutieux et presque invisible. Il ne s'agissait pas d'actes de rébellion ouverts qui auraient entraîné des représailles immédiates, mais d'une série de malchances calculées qui frappaient la plantation au cœur de sa productivité. Une pièce essentielle de l'aile, égreneuse à coton, identifiée par Éléonore comme étant déjà usée, se brisait mystérieusement juste avant une récolte importante, retardant tout le processus de plusieurs semaines. Des sacs de semences de qualité étaient accidentellement stockés dans un endroit trop humide, les rendant inutilisables. Des outils disparaissaient pour ne réapparaître que bien plus tard, ralentissant le travail dans les champs. Chaque incident était suffisamment anodin pour être attribué à la négligence ou à la malchance, mais leur accumulation commençait à saigner lentement les finances de Silas Blackwood, qui ne voyait rien d'autre qu'une série de revers inexplicables. Silas, aveuglé par son arrogance et son fanatisme, était totalement incapable de voir la main organisée derrière ses malheurs. Il voyait sa fortune décliner, et attribuait ses échecs à la malédiction qui, selon lui, n'avait pas été complètement chassée de sa maison. La présence silencieuse et fantomatique d'Éléonore était pour lui la preuve vivante de cet échec. Il la regardait avec mépris, la voyant comme la source de tous ses problèmes, l'incarnation d'une terre stérile qui contaminait tout ce qu'elle touchait. Ironiquement, il avait raison, mais pas de la manière qu'il imaginait. Son obsession pour la malédiction le rendait aveugle à la menace réelle, qui grandissait sous son propre toit. Il ne voyait pas la femme stratège qui analysait ses comptes chaque nuit, ni l'esclave intelligent qui transformait ses ordres en actes de sabotage. Pour lui, ils n'étaient que des êtres inférieurs, incapables d'une telle intelligence ou d'une telle coordination. Cette certitude serait sa perte. Le plan d'Éléonore prenait forme, pièce par pièce. Chaque acte de sabotage de Josiah était pas seulement destiné à nuire financièrement à Silas, mais aussi à le pousser à prendre des décisions de plus en plus désespérées. En étudiant ses livres, elle avait découvert son secret le plus sombre. Une dette colossale, contractée auprès d'un groupe d'investisseurs du Nord, une dette qu'il avait cachée à tous, y compris à ses voisins planteurs. Les pertes continues dues au sabotage l'obligeaient à chercher de nouveaux financements, à s'exposer, à devenir plus vulnérable. Éléonore et Josiah ne se contentaient plus de le faire saigner, ils le guidaient vers un piège soigneusement préparé. L'objectif final était pas de le ruiner petit à petit, mais de créer les conditions parfaites pour un effondrement total et public, une humiliation qui serait le miroir de celle qu'elle avait subie dans la grange. La vengeance ne serait pas seulement la destruction de son empire, mais l'anéantissement de son nom et de son héritage. Le temps des petites piqûres était révolu. Éléonore savait que pour abattre un colosse comme Silas Blackwood, il ne suffisait pas de lui faire perdre de l'argent. Il fallait détruire les fondations mêmes sur lesquelles son pouvoir reposait. En étudiant ses livres de comptes, elle avait découvert la véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, une dette considérable envers des financiers de Boston, les mêmes cercles que son propre père fréquentait. Était là sa plus grande faiblesse, une honte qu'il cachait à ses pairs du Sud avec une énergie désespérée. Pour le détruire, elle devait exposer cette vérité au grand jour. L'objectif était plus seulement le sabotage, mais l'humiliation publique et totale. Elle devait trouver les preuves irréfutables de ses mensonges, le grand livre secret où il consignait ses transactions les plus sombres, et le transformer en arme. La vengeance passait désormais de la simple nuisance à une stratégie de démolition calculée, visant le cœur de son orgueil et de sa réputation. Une nuit d'orage, alors que le vent et la pluie fouettaient la maison, lui offrant une couverture sonore parfaite, Éléonore mit son plan à exécution. Silas, qui avait bu plus que de raison pour noyer ses soucis financiers, dormait d'un sommeil lourd. Pieds nus, se déplaçant avec la légèreté d'un fantôme, elle se glissa dans son bureau, un sanctuaire interdit où il gérait son empire. Le cœur battant, non pas de peur mais d'une adrénaline glaciale, elle chercha frénétiquement. Elle savait que le livre ne serait pas à la vue de tous. Ses doigts coururent sur les boiseries du grand bureau, cherchant un mécanisme caché qu'elle avait soupçonné d'exister. Elle le trouva enfin.
Une petite pression sur une moulure fit coulisser un panneau, révélant une cachette. À l'intérieur se trouvait le fameux grand livre, relié en cuir noir. Elle le prit, le dissimula sous son châle, et retourna dans sa chambre sans un bruit, emportant avec elle la clé de la destruction de son mari. La possession du livre de comptes changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de communiquer des informations sur les récoltes, mais de coordonner une attaque finale et dévastatrice. Le lendemain matin, lors de son habituel passage près du puits, Josiah la vit s'approcher. Feignant une faiblesse, elle trébucha et laissa tomber son mouchoir. En le ramassant, leurs mains se frôlèrent une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'ils sentent le papier plié qu'elle y avait caché. Le message était clair et précis. Il décrivait un plan en 2 temps. D'abord, Éléonore se chargerait de l'humiliation publique en révélant la fraude de Silas. Ensuite, au moment précis où elle commencerait à parler, Josiah et quelques hommes de confiance devraient déclencher un incendie dans l'entrepôt principal de coton, le dernier véritable atout de Silas. La destruction devait être totale, financière, sociale et personnelle. Était un plan d'une audace folle, où la moindre erreur signifierait la mort pour eux tous. Pour que le piège se referme parfaitement, il fallait que Silas lui-même organise sa propre exécution publique. Éléonore devait le manipuler pour qu'il rassemble tous ses ennemis potentiels sous son toit. Jouant son rôle d'épouse brisée et à l'esprit confus, elle commença à semer des graines de paranoïa. D'une voix à peine audible, elle lui rapportait de fausses rumeurs qu'elle prétendait avoir entendues de la part des domestiques. Les autres planteurs se moqueraient de ses malheurs, ses partenaires commerciaux douteraient de sa solvabilité. Elle touchait là où ça faisait le plus mal, son ego. Puis, avec une innocence feinte, elle lui suggéra que la meilleure façon de faire taire ses médisances serait d'organiser une grande réception, d'inviter ses créanciers de Boston et les notables locaux pour leur montrer que la plantation Blackwood était plus forte que jamais. L'idée germa dans l'esprit de Silas, non comme une suggestion de sa femme, mais comme sa propre idée de génie, une manœuvre brillante pour reprendre le contrôle de la situation. Aveuglé par son orgueil et son désespoir croissant, Silas mordit à l'hameçon. Il voyait dans cette réception la solution à tous ses problèmes. Il allait annoncer un nouveau partenariat, bluffer ses créanciers, et réaffirmer son statut de patriarche dominant face à ses voisins. Il se lança dans les préparatifs avec une ferveur renouvelée, aboyant des ordres, dépensant le peu d'argent qui lui restait pour créer une illusion de richesse et de succès. Il regardait Éléonore, silencieuse et obéissante dans son coin, et la voyait comme un mal nécessaire, la source de sa malédiction, mais aussi, involontairement, l'inspiratrice de son futur triomphe. Il était si convaincu de sa propre supériorité qu'il ne vit jamais le piège qui se refermait sur lui. Il pensait qu'il était sur le point de gagner la partie, alors qu'en réalité il ne faisait que monter sur l'échafaud que Éléonore avait si patiemment construit pour lui. Les jours précédant la réception furent empreints d'une tension palpable. La grande maison était en effervescence. L'argenterie était polie, les sols cirés, et des commandes extravagantes de nourriture et de vin arrivaient de Charleston. Pour le monde extérieur, était le signe de la prospérité inébranlable de Silas Blackwood. Mais pour Éléonore et Josiah, chaque préparatif était un pas de plus vers le point de non-retour. Pendant que Silas supervisait la décoration de la salle de bal, Éléonore passait ses nuits à mémoriser les chiffres du grand livre, préparant son réquisitoire. Dans les champs, Josiah identifiait discrètement les points faibles de l'entrepôt et préparait les matériaux nécessaires à l'incendie. Ils opéraient en parallèle, 2 mondes se préparant à une collision frontale, celui de l'illusion de Silas et celui de la réalité brutale qu'ils allaient lui imposer. La veille au soir de la réception, un calme étrange s'installa sur la plantation. Toutes les préparations étaient terminées. Silas, satisfait de son travail, se retira tôt pour préparer son discours triomphal. Éléonore se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant l'entrepôt de coton se découper dans la lumière de la lune. Le grand livre était soigneusement caché sous une lame de parquet de sa garde-robe, prêt pour le lendemain. Elle ne ressentait ni peur ni excitation, seulement une froide et implacable résolution. La femme qui avait été traînée dans une grange et brisée était morte depuis longtemps. À sa place se tenait une stratège, une juge qui s'apprêtait à rendre son verdict. Demain soir, Silas Blackwood ne célébrerait pas sa résurrection, mais assisterait, impuissant, à l'incendie de son empire et à la chute de son nom, orchestré par les 2 personnes qu'il avait le plus méprisées et sous-estimées. Le soir de la réception, la demeure des Blackwood brillait de 1000 feux, une illusion parfaite de prospérité et de puissance. Les plus grands planteurs de Caroline du Sud étaient présents, tout comme les investisseurs venus de Boston, des hommes au visage sévère, venus s'assurer que leur argent était entre de bonnes mains.
Silas Blackwood se tenait au centre de la grande salle de bal, un verre de whisky à la main, son rire tonitruant résonnant dans la pièce. Il était au sommet de son art, jouant le rôle du patriarche indomptable, racontant des histoires de récoltes abondantes et de profits futurs. Dans un coin, près d'une grande fenêtre donnant sur l'obscurité des champs, se tenait Éléonore. Vêtue d'une robe sombre et simple, elle ressemblait à une ombre, une présence silencieuse que la plupart des invités ignoraient. Elle observait la scène, son visage impassible, ne trahissant rien de la tempête qui s'apprêtait à déferler. Chaque mot de son mari, chaque rire forcé des invités, naine, était que le prélude à la symphonie de destruction qu'elle avait composée. Ce fut au moment où Silas levait son verre pour porter un toast à l'avenir et à la bénédiction divine sur la maison Blackwood, que Éléonore fit son premier mouvement. Elle ne cria pas, ne fit aucun geste brusque. Elle s'avança simplement vers le centre de la pièce, son calme absolu créant une ondulation de silence qui se propagea instantanément parmi les invités. La musique s'arrêta. Les conversations se turent. Tous les regards se tournèrent vers elle, cette femme qu'ils croyaient brisée, folle, insignifiante. Silas la foudroya du regard, d'abord irrité par cette interruption inacceptable. Puis une lueur d'inquiétude traversa ses yeux, en voyant la détermination froide dans le regard de sa femme. Il ouvrit la bouche pour lui ordonner de retourner à sa place, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois depuis des années, dans sa propre maison il ne contrôlait plus la situation. Le pouvoir venait de changer de main, silencieusement, mais de manière irrévocable, sous le regard médusé de toute l'élite du Sud. Sa voix, que personne n'avait entendu prononcer plus de quelques mots depuis des mois, éleva, claire et tranchante, comme du verre brisé. Avant de célébrer l'avenir, mon mari, commença-t-elle, peut-être devrions-nous examiner honnêtement le présent. De sous son châle, elle sortit le grand livre relié de cuir noir. Un murmure parcourut l'assemblée. Elle l'ouvrit, et, d'une voix dénuée de toute émotion, elle commença à lire. Elle ne lisait pas un poème ou un passage de la Bible, mais des chiffres, des dates, des noms. Elle exposa les dettes colossales dissimulées aux investisseurs de Boston. Elle détailla les transactions frauduleuses, les récoltes promises mais jamais livrées, les terres hypothéquées 2 fois. Elle ne l'accusait pas, elle énonçait des faits. Les visages des financiers passèrent de la confiance à la stupeur, puis à une fureur glaciale. Elle venait de démolir la façade financière de Silas Blackwood, brique par brique, le révélant non pas comme un homme d'affaires prospère, mais comme un escroc au bord de la faillite. Alors que le murmure de la trahison financière se propageait dans la salle comme un poison, une lueur orange vacillante apparut à travers les grandes fenêtres. D'abord faible, elle grandit rapidement, peignant le ciel nocturne d'une couleur infernale. Quelques secondes plus tard, un cri vint de l'extérieur. Un cri de panique qui se rapprochait. La porte de la salle de bal s'ouvrit à la volée, et un surveillant, le visage noirci de suie, hurla. « Le feu! Le grand entrepôt de coton est en feu !» La panique éclata. L'entrepôt contenait la totalité de la récolte de l'année, le dernier véritable actif de Silas, la seule chose qui aurait pu le sauver de la ruine. Pendant que les invités se bousculaient, certains courant vers les fenêtres, d'autres cherchant à fuir, Éléonore restait immobile au centre du chaos. Était le coup de grâce de Josiah, parfaitement synchronisé. La destruction de l'empire Blackwood n'était pas seulement financière, elle était désormais physique, totale et spectaculaire. Mais Éléonore n'avait pas terminé. Sa voix éleva de nouveau, coupant à travers le tumulte comme la lame d'une guillotine. Cet incendie n'est rien comparé au feu de l'enfer que cet homme a déchaîné sous son propre toit. Le silence revint, plus lourd et plus choquant encore. Elle regarda les planteurs, ses voisins, des hommes qui se disaient pieux. Vous le connaissez comme un homme de Dieu, laissez-moi vous raconter sa véritable dévotion. Avec des détails glaçants et précis, elle décrivit la nuit dans la grange. Elle parla du rituel de purification, de l'exorcisme, ordonné pour chasser le démon de la stérilité. Elle nomma les 5 hommes, non pas comme des coupables, mais comme des instruments forcés sous la menace de la mort. Elle ne pleurait pas, ne montrait aucune faiblesse. Elle racontait les faits, exposant la perversion sadique de Silas, sa folie blasphématoire, transformant son statut d'homme pieux en celui d'un monstre hérétique aux yeux de tous. Silas Blackwood était piégé, exposé sous la lumière crue de la vérité. Le grand livre était la preuve de sa fraude. Les flammes qui dévoraient son entrepôt étaient la preuve de sa ruine. Et le récit calme et détaillé d'Éléonore était la preuve de sa monstruosité. Il tenta de hurler, de la traiter de folle, de menteuse, mais sa voix était faible, étranglée par la rage et la panique.
Son autorité, autrefois absolue, était évaporée. Les invités ne le regardaient plus avec respect ou crainte, mais avec un mélange d'horreur et de mépris profond. Ils ne voyaient plus un patriarche puissant, mais un homme dérangé, un tyran qui avait commis l'impensable contre sa propre femme, et perverti les principes mêmes, sur lesquels leur société prétendait reposer. En quelques minutes, Éléonore ne l'avait pas seulement ruiné, elle l'avait effacé, elle l'avait anéanti socialement, moralement, et spirituellement. La salle se vida en quelques instants, les invités fuyant la maison comme si elle était maudite. Les planteurs du Sud ne voulaient plus être associés à un tel scandale, à un homme qui avait franchi des limites que même leur société brutale ne pouvait tolérer. Les financiers de Boston, eux, ne partirent pas. Ils restèrent, leur visage dur comme le granit, non plus en tant qu'invités, mais en tant que créanciers venus réclamer les restes de l'Empire en ruine. Silas Blackwood se tenait seul au milieu de sa salle de bal dévastée, les plats à moitié mangés et les verres renversés témoignant de la fête qui venait de se transformer en son exécution publique. Éléonore le regarda une dernière fois, sans haine, sans triomphe, seulement avec le vide d'une mission accomplie. Puis, elle se retourna et quitta la pièce, le laissant seul avec le son lointain des flammes et l'odeur de la fumée, le parfum âcre et satisfaisant de sa vengeance. L'empire de Silas Blackwood ne s'est pas effondré en un jour, il s'est dissous dans la honte et l'oubli, comme du sucre dans une pluie battante. Les financiers de Boston, impitoyables, ont saisi chaque arpent de terre, chaque brique de la grande maison, chaque outil rouillé dans les granges. Ses anciens amis, les planteurs qui avaient bu son whisky et ri à ses discours fanatiques, le traitaient désormais comme un lépreux, traversant la rue, pour ne pas avoir à croiser son regard. Abandonné de tous, ruiné et méprisé, Silas a fini ses jours dans une misérable cabane, en bordure de ce qui fut autrefois son royaume. On raconte qu'il parlait seul, criant contre les démons qu'il avait lui-même invoqués, hanté non pas par la peur de Dieu, mais par le souvenir glacial du visage de sa femme le soir de sa chute. Sa mort fut aussi insignifiante que sa vie avait été cruelle. Une simple note dans le registre paroissial, sans personne pour pleurer sur sa tombe. Son héritage, cette lignée pour laquelle il avait tout sacrifié, s'est éteint avec lui dans la poussière et l'indifférence. Mais la vengeance Éléonore ne s'est pas arrêtée à la destruction de son tortionnaire. Elle avait un dernier acte de justice à accomplir. Pendant des mois, en étudiant les livres de comptes, elle n'avait pas seulement cherché des failles. Elle avait discrètement détourné de petites sommes d'argent, les cachant dans un compte secret ouvert à Boston, sous un faux nom. Cet argent était pas pour elle. Était le prix de la liberté, pour ceux qui avaient été contraints de devenir les instruments de sa souffrance. Une nuit sans lune, alors que les créanciers inventoriaient les biens de la plantation, Josiah, les 4 autres hommes et leurs familles ont glissé dans l'obscurité. Guidés par une carte et financés par l'argent Éléonore, ils ont rejoint le chemin de fer clandestin, ce réseau secret qui menait les esclaves en fuite vers le nord. Ils n'ont pas seulement échappé à la servitude, ils ont emporté avec eux la preuve qu'une alliance entre le salon de la maîtresse et les champs de coton pouvait briser les chaînes les plus solides. Quant à Éléonore, une fois sa mission accomplie, elle a disparu comme la brume matinale sur les champs de coton. Personne ne l'a jamais revue. Certains ont dit qu'elle était retournée à Boston, reprenant une vie tranquille, loin des horreurs du Sud. D'autres ont murmuré qu'elle avait utilisé le reste de l'argent pour établir à l'Ouest, sous une nouvelle identité, une femme sans passé. Mais son histoire, elle, est restée. Chuchotée dans les quartiers des esclaves, de plantation en plantation, elle est devenue une légende. Celle de la Dame Pâle, qui avait mis un tyran à genoux. Elle, était pas un fantôme, mais un symbole. La preuve que même le plus puissant des maîtres pouvait être détruit, non par la force brute, mais par l'esprit analytique et la volonté de faire d'une femme qu'il avait eu la folie de sous-estimer. Son héritage, était pas fait de terre ou de richesse, mais d'une idée puissante. La résistance la plus efficace est celle que l'oppresseur ne voit jamais venir. La véritable malédiction de la plantation Blackwood n'a jamais été la stérilité d'une femme, mais la tyrannie d'un homme qui, dans sa quête obsessionnelle d'un héritage de sang, a détruit tout ce qu'il touchait. La maison était pas hantée par des esprits, mais par la cruauté de son maître. Éléonore n'a pas seulement cherché à se venger, elle a accompli le véritable exorcisme, purgeant cette terre, non pas d'un démon imaginaire, mais du mal bien réel qui y régnait. Si cette histoire de justice et de résilience vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like, et de nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Car parfois les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des armes,
mais avec la patience, l'intelligence et une détermination forgée dans le feu de l'injustice. La force la plus redoutable est celle qui naît de la survie, capable de transformer la plus profonde des douleurs en l'arme la plus précise.